de votre côté? Est-ce que tout le monde est prêt de notre côté? On s'y met. Eh bien, écoutez, je me représente, David Azerrad, je suis médecin généraliste. Je suis là pour animer cette session sur le numérique en santé, comment l'intégrer dans vos pratiques. Et je vais déjà commencer par remercier tous nos partenaires qui ont permis de rendre ça possible aujourd'hui. Alors évidemment, on va commencer par le Crédit Agricole Île-de-France qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans son magnifique studio. Je peux aussi vous parler d'Elsan, qui est donc partenaire de Jeunes Médecins. Également, l'entreprise Stan, qui a pour but d'installer des professionnels de santé. L'entreprise Compta Santé, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de la comptabilité des professionnels de santé. Et évidemment, Medaplix, dont je vous ai dit que Franck Ferrati, à mes côtés ici présent, allait vous parler de ce que peuvent vous apporter les nouveautés du Ségur de la santé, dont vous avez entendu parler depuis un petit moment, parfois pas beaucoup, parfois beaucoup plus de temps. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, médecins, praticiens, que ces nouveautés numériques? Franck, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Alors, concernant le Ségur, vous apportez ce que ça peut vous apporter et surtout ce que ça peut impliquer au quotidien pour vous, notamment dans le cadre de votre installation ou dans la pratique courante de vos solutions logicielles, et notamment ce que vous allez voir en premier lieu à l'écran lorsque vous allez aborder ces différents points autour du Ségur. Alors, je vais basculer sur la présentation. Voilà, et on va démarrer par la planification des rendez-vous. Première chose essentielle que l'on retrouve autour du Ségur, ce sont les interconnexions, et ça va être un petit peu tout le fil de la discussion, les interconnexions, l'agrandissement des échanges en fait, de vos solutions qui viennent gérer vos structures, vos cabinets, le lieu de votre exercice entre elles, et la manière dont elles vont communiquer entre elles et ce que ça va impliquer en termes de paramétrage. Et on va commencer par la planification des rendez-vous et notamment par l'agenda en ligne. Dans l'agenda en ligne, quand on vous le présente et quand vous l'abordez dans un premier temps, on vous parle souvent d'accessibilité accrue, de possibilité de fluidifier la prise de rendez-vous, puisqu'on va d'une part étendre le panel de personnes qui ont accès à vos disponibilités, permettre à plusieurs équipes, vos confrères, vos consoeurs, les personnes qui travaillent avec vous, à gérer cet agenda. On parle aussi parfois de réduction d'oubli, puisqu'on va permettre à vos équipes, mais aussi aux patients, de gérer leurs rappels et éventuellement aussi de gérer les changements d'agenda et planning qui peuvent intervenir. Mais ça implique aussi qu'en effet, les patients ont la main. Donc, les patients peuvent à tout moment changer ces rendez-vous. Et là, les solutions sont faites pour vous apporter, là aussi, des notifications, des informations lorsque ce type de modification a lieu, qu'elle soit au dernier moment ou planifiée. Bien sûr, il faut faire attention à la maîtrise des coûts qui peuvent être associés à ces nouveaux services. Vous avez les services qui vont vous proposer des facturations à la prise de rendez-vous, d'autres qui vont vous proposer des abonnements. Là aussi, le mot d'ordre, c'est de démarrer par des choses qui sont simples, surtout prendre conscience de qui doit y avoir accès et qui peut gérer l'agenda pour vous, et ensuite de rentrer dans une complexité au fur et à mesure de l'installation, si vous en avez la possibilité. Et attention, on parle d'interconnexion, on parle d'échanges qui vont évoluer dans votre solution, donc il faut bien prendre conscience de l'importance du lien Internet. Vous l'avez certainement déjà aujourd'hui dans vos solutions, il est de plus en plus important puisque plus en plus de solutions extérieures à votre structure, à votre lieu d'exercice, vont communiquer avec vos outils. Alors, moi, je vais me permettre justement à chaque fois d'interagir, et Franck aussi interagira lors de ma présentation, pour vous dire qu'effectivement, on communique beaucoup sur la réduction des oublis des patients, ce qui est très probablement vrai. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des patients qui ne viennent pas. Il y a beaucoup de no-show aussi du fait de ces solutions. Donc au final, est-ce que ça se contrebalance pas? C'est une question que je vous laisserai répondre. Effectivement, les patients ont la main. La gestion des dossiers médicaux. Deuxième point,
On vous a certainement parlé de l'annuaire santé. On vous a certainement parlé aussi de la messagerie sécurité de santé. L'annuaire santé pour gérer les échanges avec les autres professionnels, vos confrères, vos consoeurs qui peuvent intervenir sur le dossier de votre patient, les correspondants pour échanger justement tous les documents qui sont liés à ces dossiers. D'où l'importance de passer un peu de temps à l'installation sur la configuration de ces éléments. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de passer trop de temps sur l'ensemble des fonctionnalités que va vous apporter votre solution. Et oui, il y a beaucoup de paramétrages qui vont être proposés, souvent des solutions qui permettent de faire et papa et maman, si je me permets l'expression, pour le bien de votre exercice, mais qui demandent beaucoup de temps en pratique à paramétrer. Là aussi, le mot d'ordre, on commence par des choses simples, configurer les en-têtes de documents pour passer le moins de temps possible sur l'élaboration des prescriptions, paramétrer les données qui vont être affichées sur les interfaces. Les interfaces sont de plus en plus riches, notamment avec les éléments avec lesquels elles doivent être interconnectées. Donc, les écrans sont de plus en plus remplis. Et sur ces points, autant se concentrer sur l'essentiel dans un premier temps et ajouter bloc par bloc au fur et à mesure de la pratique plutôt que de passer tout le temps à l'installation pour le paramétrage. Sur les correspondants de confiance, donc la messagerie, vous entendrez parler de correspondants qui sont en capacité de vous fournir tout ou partie d'éléments dans le dossier, des éléments qui sont reconnus comme fiables, d'autres que vous allez devoir vérifier. Et donc, vous allez définir dans votre logiciel quels sont les correspondants avec lesquels vous avez l'habitude de partager et quel est le niveau de confiance que vous allez définir pour chacun des correspondants. Là aussi, le mot d'ordre, commencer par des choses simples, peut-être les 2-3 confrères ou partenaires avec lesquels vous échangez le plus de documents, et les autres viendront au fur et à mesure. Et ce paramétrage, il pourra toujours être représenté par la suite dans la solution. Donc surtout, pas d'inquiétude, pas de panique si vous ne paramétrez pas dès le départ ces éléments. Je vais vous donner un petit pro-tip parce qu'on parle de paramétrage de son logiciel. Là-dedans, évidemment, il y a tout ce qui va être favori. Et par exemple, vos ordonnances favorites et vos examens favoris, etc., ce genre de choses. Gardez en tête un petit peu ce qui se fait pour l'optimisation des bureaux, des supermarchés, ce genre de choses. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous utilisez plusieurs fois par heure? Qu'est-ce que vous utilisez plusieurs fois par jour? Qu'est-ce que vous utilisez plusieurs fois par semaine? Et qu'est-ce que vous utilisez plusieurs fois par mois? Et comme ça vous permettra de savoir qu'est-ce que vous allez commencer à paramétrer en premier et qu'est-ce que vous allez surtout mettre en avant par rapport à d'autres choses. Par exemple, je ne sais pas moi, allez, un PET scan au leucocyte marqué, vous le faites à peu près une fois toutes les décennies peut-être. Vous n'allez peut-être pas faire un favori pour cet examen complémentaire et vous allez peut-être en faire pour des choses que vous allez demander plusieurs fois par jour, je ne sais pas, NFS-CRP, etc., etc. Et donc, voilà, la configuration, l'optimisation, ça dépend aussi de votre pratique. Et donc, c'est comme ça, c'est en réussissant à identifier quel est votre type de pratique que vous allez au mieux réussir à aider d'ailleurs les gens qui vont vous aider à paramétrer votre logiciel métier. Ce qui nous amène à l'interopérabilité. Le Ségur amène un certain nombre d'usages de standards chez les éditeurs, de manière à ce que chacun parle le même langage. Nous sommes au démarrage. Il y aura certainement des éléments qui peuvent être affinés, améliorés. Vous allez voir des évolutions sur cette interopérabilité au fur et à mesure de l'usage de ces solutions. Ceci dit, puisqu'on parlait de modèles, les modèles de documents, par exemple, seront plus faciles à intégrer puisqu'ils vont suivre chacun le même format au départ. Vous allez peut-être pouvoir reprendre des documents que vous avez réalisés sur d'autres solutions, si jamais vous changez de solution, récupérer d'autres confrères et les adapter dans votre solution parce que le format reste le même. Le dossier patient, lui aussi, il va être de plus en plus fluide à l'échange, notamment au travers de l'INS. C'est peut-être un terme que vous avez entendu, donc l'identification nationale, l'identifiant national de santé, qui est la manière de reconnaître le patient au travers de ces 5 traits d'identité, que sont le nom de naissance,
le prénom de naissance, la date de naissance, le code lieu de naissance et le sexe. L'avantage, c'est que lorsque vous allez échanger des informations entre solutions, que ce soit des solutions de télémédecine, de téléexpertise, que ce soit des éléments avec des laboratoires, que ce soit avec des confrères, ces éléments, dès lors qu'ils ont été contrôlés, vérifiés au niveau national, par le branchement de vos solutions au travers des téléservices, vont vous permettre d'identifier tout de suite si vous parlez du même patient entre deux éléments, entre deux solutions interconnectées. Donc, cette standardisation devrait vous amener de la facilité à l'échange, à la communication dans vos professions. Par contre, ça vous amène effectivement du travail supplémentaire sur ce que vous souhaitez ou pas voir apparaître, ce que vous souhaitez ou pas reconnaître à cette identité. Notamment, est-ce que lorsque je reçois un patient pour la première fois dans mon cabinet, est-ce que je souhaite que le logiciel identifie automatiquement ou tente d'identifier automatiquement ce patient au travers du référentiel national? Ce qui parfois est une facilité, ce qui peut parfois être une contrainte, et là, ce sera aussi un point de paramétrage, mais rassurez-vous qu'il pourra venir par la suite, si jamais vous avez déjà des données sur ce patient et qu'il faut à un moment donné arbitrer sur l'identité du patient ou sur ce que vous faites de l'information. Les outils existent pour vous aider, mais c'est un point de changement auquel il faut faire attention, qui peut amener un peu de désorientation dans un premier temps lorsque vous abordez pour la première fois ces points. Alors, petite chose, notez bien la différence entre l'interopérabilité et la portabilité. L'interopérabilité, c'est la capacité de vos nouveaux logiciels, par exemple Ségur, à parler les uns avec les autres, que le logiciel métier parle avec la messagerie, qui va parler avec l'espace numérique de santé, qui va parler avec, etc., etc. La portabilité, c'est le fait de pouvoir changer d'un logiciel à un autre en conservant toutes ces données. On avance sur ce sujet, largement. On n'y est pas encore parfaitement. Vous avez encore parfois des petites pertes lorsqu'on passe d'un logiciel à l'autre, mais c'est en train, franchement, d'être bien aussi, d'être bien travaillé par les éditeurs. Donc, un peu de confiance. Allez, d'ici 2058, ça devrait aller. Merci. Concernant le suivi des patients, sur la télémédecine, là aussi, au niveau du Ségur, les outils vont fluidifier leur interopérabilité avec vos solutions, que ce soit sur la consultation à distance, le suivi médical ou les avis médicaux, les deuxièmes avis médicaux que vous pourriez solliciter de vos confrères ou consoeurs. Ces outils, là aussi, doivent respecter des standards, et notamment le fait de travailler de la même manière autour de l'identité leur permettra effectivement de dialoguer plus facilement avec vos solutions. Mais là, nous sommes au début. Très clairement, aujourd'hui, il y a encore du travail sur ces solutions pour être les plus fluides possibles auprès de vous. Mais les choses avancent et les dossiers tels qu'ils sont présentés, les structures de documents telles qu'elles arrivent avec le Ségur vont permettre d'accélérer ces travaux. Donc, vous aurez compris que vous êtes tous des bêta-testeurs, hein, en puissance. Et bientôt, vous aurez des solutions finies, c'est promis. Constituer une base de données. On vous rappelle très souvent que le médecin devient responsable de traitement dès lors qu'il s'installe et qu'il commence à traiter les données de ses patients. Effectivement, il y a une responsabilité sur la donnée des patients qui nécessite que vous soyez informé sur son hébergement, sur la manière dont les données sont tracées au sein des solutions ou des outils que vous utilisez, et qui nécessite que vous ayez la possibilité, puisqu'on parlait de portabilité, de conserver ces données, de les extraire de vos autres solutions pour les réintégrer éventuellement vers les nouvelles solutions que vous utilisez. Là aussi, l'avantage de standardiser les structures et les documents autour du Ségur permet de faciliter ces points de portabilité. Il y a effectivement du travail, je pense que les éditeurs en sont conscients. Ce format-là vient quand même simplifier une grande partie du travail, vu qu'il est demain, dans le cadre du Ségur, obligatoire pour l'ensemble des éditeurs.
Maintenant, ce n'est pas parce que vous devenez responsable du traitement que vous ne pouvez pas vous appuyer sur des éléments qui sont existants. Notamment, dans le cadre d'un hébergement, l'éditeur est en toute transparence sur la manière dont il héberge ces données. Donc, vous devez avoir la possibilité de récupérer ces informations. Des normes, des certifications, comme le HDS, vous permettent de savoir qu'un certain nombre de sécurités sont prises sur l'hébergement de vos données, hébergement de données de santé, qui répondent déjà à une grande partie des obligations qui vous sont expliquées, parfois reportées, lorsqu'on vous décrit cette responsabilité. Enfin, il y a ensuite des pratiques d'usage. On minimise les données transmises selon les interlocuteurs. On réagit et on réfléchit toujours au minimum de la donnée. Précaution et information du patient viennent de pair si vous participez à un projet de recherche, mais là aussi, n'hésitez pas à vous appuyer sur vos partenaires de recherche pour qu'ils vous fournissent le matériel qui vous permettra de gérer le plus simplement les aspects de consentement et les aspects d'information du patient. Attention, le consentement n'est pas toujours quelque chose qui est obligatoire. Ça peut être de l'information, tout dépend du projet auquel vous adhérez. Et là, appuyez-vous sur votre partenaire pour avoir un maximum d'informations sur ces points. Mais il faut garder à l'esprit que même si vous n'hébergez pas vous-même les données, puisqu'on parle aujourd'hui de cloud, on parle de services qui sont parfois proposés directement par les éditeurs, vous en avez quand même l'obligation d'être informé et de vérifier qu'il n'y a pas de contradiction avec les grandes règles qui peuvent être affichées autour de cette responsabilité. Alors, il y a de la documentation, elle est parfois très dense, très complexe à aborder. Par contre, certains points ont le mérite d'exister. Je cite ici deux liens. Le référentiel de la CNIL, qui, sur ses premières pages, reprend les grands principes et les grandes pratiques auxquelles vous pourriez vous référer. Ensuite, si vous voulez aller dans le détail et si vous en avez le temps, vous pourrez suivre le reste du référentiel. Mais les premiers points sont importants et reprennent l'essentiel de vos besoins. Et le guide du GNOME, qui, même s'il date de 2018, garde les grands principes qui sont ceux qui vous sont demandés et qui peuvent être intéressants à consulter, au moins en termes de titre, pour garder à l'esprit ce que l'on vous demande. Mais attention, pas de panique, pas d'inquiétude, le matériel existe soit auprès de votre éditeur, soit auprès de votre partenaire de recherche sur ces points et il ne faut pas hésiter à les solliciter et ils vous répondront sur ces points. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair pour vous. Je vois que notre connexion est instable. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais ça saute. Globalement, ce que vous aurez compris, j'espère, c'est que le Ségur va apporter donc pas mal de choses. Là, on en est à la fin de la première vague à peu près. Il y a encore 2 autres vagues qui sont prévues, qui vont vous apporter plein de nouveautés. Pour l'instant, les nouveautés, c'était surtout l'avènement du dossier médical partagé qu'on vous promet à peu près depuis Douste-Blazy en 2002. Mais ça y est, il est enfin là, il est enfin opérationnel. Et maintenant, nos logiciels sont quasiment tous configurés pour que systématiquement, dès que vous faites une ordonnance, elle soit remontée directement dans le DMP à partir du moment où vous avez validé l'INS de vos patients. Pour ça, c'était l'enfer il y a quelques mois. Je vous rassure, cet enfer a été remonté au plus haut niveau, qui a fait redescendre vers les éditeurs la nécessité de simplifier énormément. Alors, ils étaient contents eux aussi parce que ça ne leur plaisait pas au début, hein, quelque chose d'extrêmement complexe pour nous. Donc maintenant, normalement, en quelques clics, vous devez pouvoir valider, alors quand je dis quelques, c'est parfois un seul, hein, valider l'identité de la personne que vous avez en face de vous, et comme ça interconnecte automatiquement votre dossier avec son DMP. On peut évidemment se poser la question de est-ce que tout mettre dans le DMP, c'est pas un petit peu du totalitarisme, est-ce qu'on n'est pas dans 1984, etc. En réalité, il y a beaucoup de garde-fous qui ont été mis là-dedans, ce qui veut dire que dès qu'il y a une personne qui ouvre votre DMP, je ne parle même pas mettre quelque chose dedans, je parle juste d'ouvrir, vous recevez une notification. Donc, je pense que c'est assez sécurisé de ce côté-là. Vous ne risquez pas, on va dire, de pouvoir accéder au DMP du président de la République sans qu'il le sache.
ça n'arrivera pas, y compris d'ailleurs à son statut vaccinal pour ceux qui ont suivi l'info récemment. Toujours est-il que cette ouverture vers le DMP, c'est, je pense, un besoin nécessaire en 2023 pour les patients, tout bêtement, qui ont quand même besoin de savoir qu'est-ce qui est fait en leur nom et pour eux. Et également, ça peut vous faire gagner du temps, mine de rien, que vous voyez un patient que vous ne connaissez pas directement, ça peut vous permettre d'accéder justement à ses antécédents, à ses derniers résultats biologiques, à ses derniers résultats d'imagerie, ce genre de choses, ce qui va arriver très très bientôt pour ceux qui ne le font pas encore remonter. Et de l'autre côté, ça peut aussi vous faire gagner du temps parce que si vous faites remonter toutes les ordonnances dans le DMP, les patients ils n'ont plus d'excuses pour vous dire qu'ils ont perdu et vous demander de la rééditer. Bref, ce n'est pas forcément ce qui vous prend le plus de temps par jour, mais j'imagine que ça fait partie des choses qui vous embêtent un petit peu lorsque on vous le dit. Donc ça, ce sont les apports du Ségur en santé, et parce qu'aujourd'hui, en 2023, on mise tout sur la communication entre différents acteurs de santé, que ce soit les professionnels de santé de terrain, mais aussi les administrations qui, vous le savez, n'ont pas vraiment droit d'accéder aux données médicales du DMP, uniquement aux données administratives. Voilà, ça c'était un petit peu pour les actualités Ségur. Il y a encore plein de nouveautés qui sont dans les rails de notre cher ministère et qui vont évidemment être mises en place par les éditeurs, qui, je peux vous le dire parce que j'en connais quelques-uns, j'en connais pas mal, je commence un petit peu à discuter avec eux. C'est pas forcément facile pour eux non plus cette transition aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup de cahiers des charges à respecter. Et dans ce cahier des charges technique qui est édité par évidemment les plus hautes instances, tout ce qui est question d'ergonomie, en fait, pour l'instant, ils essayent de limiter la casse, mais c'est pas facile parce que les contraintes techniques sont telles que forcément, on va avoir une ergonomie qui va être un petit peu pourrie, il faut qu'on le dise au début, et qui va s'améliorer au fur et à mesure une fois qu'on aura amélioré aussi notre connaissance nous-mêmes de nos usages et des nouveaux outils. Donc, on compte évidemment sur les éditeurs pour écouter tous les retours terrain et pouvoir mettre en place toutes les améliorations ergonomiques qui sont demandées par la profession depuis les débuts de l'informatique médicale. Voilà. Mais je suis persuadé que aujourd'hui, le message est plus que passé, que de toute façon, M. Ferrati le savait déjà. Voilà, puisqu'encore une fois, c'est quand même ce qu'ils ont à cœur de faire, c'est des choses que nous, on puisse utiliser, même si des fois, on a l'impression que c'est du travail empêché par la mauvaise ergonomie. Croyez-moi, derrière, ils essayent quand même. Voilà. Mais encore faut-il qu'on discute avec eux et pas uniquement qu'on les engueule. Ça, c'était donc la première partie de cette soirée sur l'intégration du numérique en santé. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Laissez-moi quelques instants, allez, un petit tour de passe-passe technique. Nous allons donc revenir à l'écran a priori, si on n'y était pas. Et ça va me permettre, cette fois-ci, de vous partager la deuxième présentation qu'on avait prévue ce soir, qui était celle qu'on a nommée l'innovation numérique en santé. Alors, encore quelques secondes, je vous promets ça va venir. Hop là, partager cette fenêtre. Est-ce que tout va bien de votre côté? Vous pouvez nous faire un petit signe dans les commentaires. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a déjà des questions qui sont remontées ou pas d'ailleurs du côté de la régie? Non, pas de questions. Merci beaucoup. Alors, accrochez-vous sur vos sièges, je vous préviens, ça va fuser un petit peu parce que cette présentation est beaucoup trop dense pour ce que nos cerveaux peuvent assimiler, je pense, à cette heure tardive. J'espère que vous avez quelque chose à manger ou à boire devant vous. Je vais aller assez vite sur certaines notions. N'hésitez pas en commentaire à nous arrêter à un moment. On a une super régie qui saura me couper la chic et qu'on puisse reprendre certaines notions. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'innovation numérique en santé. Déjà, on va commencer par ça. J'adore passer cette diapo parce que je vous laisse la lire quelques instants. Je vais la lire pour ceux qui ne le pourraient pas. La diffusion de la micro-informatique dans le monde de la santé devrait, si elle est bien conduite, favoriser un retour en force vers l'humanisme dans la santé. Elle libère en effet le médecin de tâches administratives, qui le mobilise chaque jour davantage et lui laisse le temps de se consacrer au dialogue intimiste qui fait toute la force du colloque singulier. La personne qui a dit ça s'appelle Jean-Louis Funk-Brentano. C'était un professeur de néphro à Necker. Et je vous laisse imaginer en quelle année il a dit cette phrase, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le pari n'est pas tenu. Écoutez, vous pouvez prendre les paris de votre côté, on aurait dû faire une cagnotte. Il a dit ça en 1980. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, y compris moi. Et ce que je peux vous dire, c'est que 43 ans après, le pari n'est
pas encore vraiment tenu. Bref, l'informatique médicale doit encore se développer pour répondre à cette fabuleuse attente qui date donc des prémices de l'informatique à l'époque où il n'y avait même pas encore l'IBM PC dans la vie des gens. Ce qui permet de rebondir sur la proposition d'échange dont vous parliez. Effectivement, les éditeurs sont avides de vous écouter sur les retours. Vos professions évoluent avec le temps, d'où le 1980 également, les nôtres aussi. Donc, je pense que c'est ensemble qu'on peut faire en sorte que cette phrase devienne plus rapidement réalité, sauf si on garde 2058, comme on en a parlé tout à l'heure. Non, ça c'était une boutade. Mais donc n'hésitez pas à appeler Mediapix si vous êtes des utilisateurs de Mediapix, n'hésitez pas à appeler votre éditeur selon celui que vous utilisez, et n'hésitez pas à les challenger, c'est vraiment ça l'objectif. Hein. Voilà. Et on espère qu'évidemment ils vont vous écouter. Alors le numérique globalement, on va passer ça très vite, c'était juste pour vous dire que, comme vous le savez tous, ça a largement accéléré depuis les années 2000, ça fait changer toute la société, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, il y a des gens qui ne le veulent pas, mais ils vont quand même devoir le subir parce que c'est ce qu'on appelle la marche du progrès. Et aujourd'hui, le numérique, c'est évidemment perçu avec beaucoup d'ambivalence. Maintenant, vous avez beaucoup de deepfakes qui sont faits par des IA génératives qui vous permettent d'imaginer, par exemple, le pape dans une grosse doudoune blanche ou Emmanuel Macron en train de vider les poubelles avec les éboueurs de Paris. C'est formidable, vous pouvez tout imaginer, voilà. Et on vous laisse évidemment imaginer des choses et nous les envoyer, pourquoi pas, nous on est preneurs de ce genre de choses. Quelques petits mots sur la sécurité sur la sécurité informatique. Je ne vais pas vous faire un cours évidemment de sécurité aujourd'hui. Je vais juste vous insister sur le carré bleu. Pas de communication d'informations nominatives par messagerie standard. Alors, je peux le répéter une deuxième fois, une troisième fois pour vous dire à quel point je suis sérieux. S'il vous plaît, même si la PHP n'a toujours pas compris qu'ils avaient des emails sécurisés avec Mailise, donc la messagerie des ordres de santé, s'il vous plaît, ne leur envoyez pas des documents concernant vos patients avec des informations médicales. Ce sont des emails qui sont non sécurisés. C'est exactement comme à l'époque du fax, à l'époque, c'est-à-dire que vous avez un tuyau qui transite des données, qui est transparent, dans lequel vous avez des capsules transparentes et dans lequel vous avez des choses qui sont écrites en gros. C'est exactement ça, un email. Gmail, écoute, lis tout ce que vous mettez dedans et peut tout à fait vous mettre des publicités pour faire je sais pas quoi, évidemment avec je sais pas quoi, parce que vous avez envoyé une ordonnance de Viagra, ce genre de choses. Donc, s'il vous plaît, merci de ne pas communiquer d'informations par messagerie standard. Vous avez l'espace numérique de santé pour envoyer des ordonnances à vos patients. Au pire, vous utilisez WeTransfer parce que ça se détruit en l'espace d'une semaine et que Google ne peut pas lire ce qu'il y a sur un lien WeTransfer, pour en citer un par exemple. Hein. Mais donc, merci de ne pas envoyer d'ordonnances sur les mails de vos patients. Sur ce point, évolution Ségur. Alors, on est au démarrage, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Première évolution, messagerie sécurisée qui se standardise et qui s'intègre dans le logiciel. Deuxième évolution prévue, c'est que vous puissiez plus facilement passer d'une messagerie à une autre. On a conscience que les interconnexions entre la messagerie et la solution aujourd'hui sont parfois propriétaires. Ça, c'est en train de changer, ça vient. On n'a pas du tout évoqué un éditeur qui fait une solution de prise de rendez-vous avec sa solution de messagerie avec ses patients. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas du tout évoqué, que vous connaissez peut-être, et donc qui est en train évidemment de rentrer dans le rang parce que c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais en réalité c'est très limité. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est évidemment quelque chose que tout le monde puisse utiliser tout le temps, partout. Bon, on va reparler des limites d'Internet. C'est juste pour vous dire que c'est la deuxième phrase qui est importante, c'est celle-là. Vous allez être en lien dans les prochaines années, comme c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, avec plein d'éditeurs qui vont vous faire plein de promesses. Le problème, c'est que dans ces promesses, il y en a qui sont tenues et il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui ne le seront peut-être jamais. On appelle ça fake it till you make it aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Theranos. Il y a une jeune femme qui a fait croire à tout le monde qu'on pouvait faire des prélèvements et des examens biologiques avec un patch qui a levé des milliards de dollars auprès des gens de la Silicon Valley, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne pouvait pas marcher parce que tout ce qui était derrière, c'était du flan. Elle a été condamnée, mais c'est pour vous dire que s'il y a un acteur qui a réussi à faire ça avec des milliards et convaincre des gens qui sont pourtant des investisseurs aguerris, dites-vous qu'il y a aussi des gens qui ont réussi à convaincre d'autres investisseurs en France, peut-être dans le domaine de la santé, pour vous vendre des solutions qui n'arrivent peut-être pas en fait à faire ce qu'elles vous promettent.
Également, break the rules, c'est le mantra de beaucoup de startups qui ont tendance à faire quelque chose et à espérer que le marché s'adapte à eux et pas l'inverse, c'est-à-dire à proposer de la téléconsultation complètement dérégulée sur des supermarchés de la téléconsultation, comme vous avez peut-être déjà des exemples en tête. Et le problème, c'est que la législation a toujours un petit temps de retard. Donc, n'oubliez pas que si vous voyez faire de la téléconsulte en buvant daiquiri en short à Copacabana, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait légal, mais est-ce que c'est bien éthique? Est-ce que vous avez vraiment l'impression de faire de la bonne médecine? Je vous laisserai répondre à cette question. Moi, évidemment, j'ai pas d'avis en réalité, je ne fais que soulever ce genre de choses. Bref, nous allons juste parler 3 secondes de codage des données de santé, puisque vous savez que nous sommes des gens de lettres, nous les médecins, on adore raconter des belles histoires pour vendre nos patients, évidemment, à l'hospitalier qui doit accepter ce patient ou vice-versa. Et donc, en fait, on adore faire des gros pavés de texte. Le problème, c'est que le pavé de texte est complètement incompatible avec l'informatique, qui a besoin de choses qui sont très structurées. Donc, on a eu besoin de coder tout ça. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous faire un cours de codage parce que franchement c'est chiant, mais pour vous dire que le même monsieur que tout à l'heure avait déjà dit en 1980 que la constitution des banques de données deviendra un objectif prioritaire de l'activité de santé. Incroyable, non? En 1980, je le rappelle. Bon, comment est-ce qu'on stocke des données de santé? Je pense que tout le monde s'en fiche aujourd'hui. Vous savez que globalement, c'est dans des data centers, ce qu'on appelle le cloud. N'oubliez pas que le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà, si c'était nécessaire de le rappeler. Il y a plein de choses qui sont validées par l'ANES, par l'ANS, par la CNIL, par les ordres professionnels. Bref, si vous avez un hébergeur de données de santé qui est agréé, ce qu'on appelle HDS, hébergeur données de santé, vous pouvez en général lui faire confiance. Et juste une petite note pour les plus écolos d'entre nous, les data centers, il y a 3 ans, c'était 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et ce sera toujours moins que chez vous en réalité. Bref, la certification du stockage des données de santé, ça a été déjà évoqué par mon collègue tout à l'heure. Et c'est pour vous dire qu'effectivement, vous, en tant que médecin, vous n'avez pas besoin d'être certifié. On considère que par défaut, comme vous n'êtes que des responsables de traitement qui hébergent vos propres données, vous n'êtes pas responsable de tout ceci. C'est l'hébergeur en pratique ou le logiciel qui vous permet d'héberger tout ceci. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et effectivement, vous dire que les hébergeurs ont évidemment beaucoup d'obligations. C'était pour vous dire que oui, bien sûr, aujourd'hui, en 2023, vous pouvez commencer à leur faire confiance. Ils ne peuvent pas évidemment lire ce qui est marqué sur leur serveur. Tout est code décrypté, etc., quelle que soit la bonne terminologie que vous voulez utiliser. Et évidemment, il doit vous restituer toutes les données si vous partez. Alors par contre, il n'est pas précisé dans quel format, il est juste précisé que c'est dans un format structuré, avec plein d'exemples de structuration. Encore faut-il que ce format soit lisible par le prochain logiciel, par exemple, que vous allez utiliser. Encore une fois, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis quelques années là-dessus, et on commence vraiment à arriver vers le Saint Graal de la portabilité. Donc, allez, encore un petit effort, ça va arriver. Petite subtilité, depuis peu, les hébergeurs agréés données de santé ne doivent plus être localisés en France. C'est une disposition qu'on va appeler l'amendement Doctolib. Allez, on va prononcer le mot aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient hébergés en Allemagne chez Amazon Web Services. Et donc, en fait, on a fait cette petite largesse pour dire que maintenant, ils rentrent dans les clous. Alors, le problème, c'est qu'Amazon Web Services, ça doit être agréé données de santé. Ils sont soumis au Cloud Act à l'américaine. Et donc, en fait, en réalité, toutes les données peuvent remonter. Alors, ils vont vous dire que c'est crypté. Oui, mais bon, on sait très bien que tout cryptage est décryptable, surtout quand on a l'NSA derrière. On n'est pas là pour parler de ça. Mais bref, pour vous dire que la sécurité, c'est un leurre sur Internet. Et c'est comme ça. Il faut juste l'accepter. Maintenant, d'ailleurs, tous vos patients peuvent refuser, mais par défaut, on considère qu'ils acceptent. Donc, vous n'avez plus à leur demander, comme c'était le cas dans les années 2000 et début des années 2010, à leur demander leur accord pour ouvrir une fiche informatisée chez vous. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour vous? Ça veut dire que oui, bien sûr, il faut que vous preniez les précautions. Qu'est-ce que ça veut dire les précautions? Imaginez que vous laissez le Wi-Fi dans votre salle d'attente. Eh bien, je suis désolé, vous ne pouvez pas être sur le même Wi-Fi. Vous ne pouvez pas être en Wi-Fi en clair en même temps que vos patients sur son Wi-Fi en clair non plus dans la salle d'attente. Donc, je suis désolé, il faut le coder, le crypter, ce Wi-Fi. Donc, même si vous êtes sympa et que vous voulez faire de votre salle d'attente un cybercafé, il va falloir laisser un mot de passe quelque part et être responsable des téléchargements que vos patients feront sur votre Wi-Fi. S'ils téléchargent sur des sites illégaux, je suis désolé, c'est pour votre pub. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi à savoir? Bon, le personnel administratif, typiquement les secrétaires, n'ont accès évidemment qu'aux données administratives. Théoriquement, ils ne sont pas censés avoir accès aux données. C'est pour ça que nos logiciels sont parfois un peu complexes sur les droits d'accès. Ensuite, officiellement, il faut que vous ayez un mot de passe de 12 caractères avec des caractères spéciaux et que vous le changez tous les 3 mois. Ça, c'est officiel. Hein. Évidemment,
c'est pas le cas. Également, vous devez paramétrer votre ordinateur pour que les sessions se verrouillent automatiquement au bout de 30 minutes et que vous ayez une notification faible ou forte derrière, pour faire en sorte que personne, y compris votre externe, ne vienne changer votre économiseur d'écran ou votre fond d'écran, comme ça a été le cas pour moi la semaine dernière, bêtement. Voilà, il m'a mis effectivement en photo son chien. J'étais très content. Donc oui, verrouillez vos sessions, parce que si quelqu'un d'autre peut accéder à votre ordinateur, ça veut dire qu'il peut aussi accéder à votre fiche patient. Le problème, c'est que vous êtes responsable, encore une fois, de cette fiche patient. Sauvegarde hebdomadaire, évidemment, c'était vrai avant l'avènement du cloud. Conservation en dehors de cabinet, ça n'a plus aucun sens à l'heure du cloud. Et l'authentification, on en a parlé évidemment via CPS, c'est une authentification forte. Et évidemment, pas de connexion d'appareils non professionnels sur le réseau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, petite note, je reviens là-dessus. Le nom de domaine, s'il y a un truc aujourd'hui que j'aimerais que vous reteniez, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est important de posséder votre nom de domaine? Et même parce qu'en fait, c'est vous. C'est vous, c'est comme ça que les gens vont vous identifier. Vous avez votre adresse physique de votre cabinet et les gens vous identifient parce que vous avez votre adresse physique. Avant, les gens vous identifiaient avec votre numéro de téléphone. Et ça a posé des problèmes en fait dans les années 80, 90, 2000 parce que au tout début des télésecrétariats, vous pouviez faire confiance à un télésecrétariat pour gérer toute la téléphonie pour vous. Et donc, ils prenaient un abonnement chez France Télécom à l'époque, une ligne physique, voilà, en câble. Et c'est eux qui avaient votre numéro. Et le problème, c'est qu'au bout de 5 ans, 10 ans, bah, si ça se trouve, votre télésecrétariat, vous en avez eu marre, vous les avez envoyés balader. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont découvert que bah, le numéro n'était pas à eux. Il était au télésecrétariat qui a fait de la rétention de numéro de téléphone. Je vous laisse imaginer à quel point c'est compliqué pour quelqu'un d'envoyer une carte à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet, vous n'aviez pas forcément les SMS, les emails de tous vos patients, à tous ces patients pour leur dire que bah, vous aviez changé de numéro de téléphone. Ça peut déstabiliser toute une pratique, que ce soit personnellement ou économiquement. Et donc, je vous encourage à être maître de vos accès, maître de votre numéro de téléphone et maître de votre nom de domaine. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire héberger, évidemment, votre solution de prise de rendez-vous par une plateforme. Ça veut juste dire que moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre nom de domaine qui pointe sur la plateforme si c'est nécessaire. Et dans ce cas-là, sur votre carte, vous ne dites pas prise de rendez-vous par exemple, mais vous dites prise de rendez-vous via mon site qui va orienter de l'autre côté. Mais sauf que le jour où vous aurez envie de changer de fournisseur d'agenda numérique, eh ben, tout simplement, vous pourrez ne pas changer vos cartes de visite. Mais vous pourrez également, si vous avez cette page-là, rediriger directement vers l'autre. Et si vous êtes encore plus malin que ça, vous faites juste une page, ce qu'on appelle une landing page, c'est-à-dire une page toute bête qui se fait avec plein d'éditeurs aujourd'hui gratuits dans tous les sens. Et dedans, vous intégrez la solution de prise de rendez-vous que vous aurez choisie. Si les gens veulent directement aller sur cette solution de prise de rendez-vous, qu'ils y aillent, il n'y a pas de souci. Mais vous, officiellement, vous êtes un hub. Vous êtes un hub pour communiquer avec vous. Vous êtes responsable de la façon dont vous interagissez avec vos patients, la façon dont vous interagissez par téléphone, mais par mail, mais par SMS, etc. etc. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de gérer justement cette interaction patient. Et peut-être que l'espace numérique de santé en fera partie plus tard. Mais n'hésitez pas à prendre un nom de domaine. Ça coûte 15 balles par an. Et en plus, c'est déductible de vos charges. Ne vous privez pas. Faites-vous plaisir d'ailleurs si vous voulez. Bon, maintenant cela étant dit, l'e-santé. L'e-santé, c'est le futur, on est d'accord. Alors, je vais vous dire quelques mots d'e-santé. C'est presque pareil que la télésanté, mais en fait, vous allez bien comprendre quand vous allez voir la diapo d'après. Juste pour vous dire que l'e-santé, c'est 235 milliards d'euros en 2023. C'est un peu beaucoup. Donc, évidemment, tous les esprits s'affolent, toutes les dents sont aiguisées à l'idée de croquer un petit bout de ce gâteau, de cet énorme gâteau. L'e-santé, voilà le schéma que je voulais vous montrer et qui permet de comprendre en fait qu'est-ce que c'est. Parce qu'en fait, l'e-santé, c'est pas qu'un logiciel, c'est aussi la robotique, c'est aussi les systèmes d'information hospitaliers, ce qu'on appelle les SIH, c'est aussi le big data, etc., etc. Et dans l'e-santé, vous avez la télésanté. Et dans la télésanté, vous avez la télémédecine. Et parce que dans la télésanté, vous avez aussi le télésoin, ça ne vous regarde pas tellement, mais c'est tout ce qui va être, on va dire, donner du conseil en santé à des gens. La M-santé, ce qu'on appelle santé mobile, c'est toutes les applications mobiles que vous allez avoir, et c'est aussi tous les e-gadgets, toutes les montres connectées, les tensiomètres connectés, tout ça, c'est de la M-santé. Et dans la télémédecine, ben, vous avez évidemment la téléconsultation. Globalement,
Évidemment, on a dit que l'e-santé, il y avait beaucoup d'attentes, pour vous aussi, la maîtrise des informations sont des problématiques à résoudre, et on espère que ça nous permette évidemment de faire des économies de santé pour ceux qui s'intéressent à l'économie de santé. Nous, on espère que ça améliore la qualité de nos soins, parce que ça nous intéresse un petit peu quelque part, et d'autres personnes espèrent aussi que ça va améliorer, pourquoi pas, l'empowerment, l'intéressement des patients par rapport à leur propre état de santé, et qu'avoir des données d'eux-mêmes, pourquoi pas, du quantified self, leur permettre de tout simplement de les remotiver avec pourquoi pas des petites récompenses numériques à la clé, ce genre de choses. Bref, pour vous dire que la télémédecine, c'est le pur flux, mais c'est déjà le présent, et que la télémédecine, c'est tout ça. C'est la téléconsultation que globalement, maintenant, je pense que vous connaissez déjà un petit peu tous. C'est aussi la téléexpertise qui est le prochain, on va dire la prochaine étape vraiment pour améliorer, je pense, notre système de santé, pour améliorer les parcours de soins patients et avoir pour nous des réponses un peu plus rapides à nos questions qu'on se pose. Et je pense qu'il va falloir maintenant que la téléconsultation avec le Covid, vous êtes tous déjà bien maîtres, vous tartez la téléexpertise parce que non seulement c'est intéressant, et en plus c'est rémunéré. Bref, n'hésitez pas à vous y coller, on en parlera peut-être quelques mots tout à l'heure. La téléassistance, vous connaissez déjà à peu près tous, c'est le fait d'avoir un accompagnement par un autre professionnel de santé pour faire un acte, par exemple. Imaginez que vous soyez aux îles Kerguelen et que vous deviez suturer une aorte ascendante. Le fait d'avoir un chirurgien vasculaire au bout du fil, ça vous aidera peut-être. Ça, c'est ce qu'on appelle la téléassistance médicale. La télésurveillance, vous connaissez, c'est juste le fait d'avoir un e-bidule chez les patients qui vous envoient des données. Et la réponse médicale téléphonique, ça, on connaît déjà depuis 40 ans, ça s'appelle la régulation du 15 ou de SOS médecin. Bref. Tout ça pour vous dire que la télémédecine, ça date en réalité depuis 2014, la première cabine de télémédecine qu'on a eue en France. Et aujourd'hui, évidemment, c'est largement utilisé. Ça, c'était juste une petite diapo pour vous faire rigoler. En fait, le premier outil de télémédecine, ça s'appelait le téléphone, c'était en 1876. Et depuis, on a évidemment fait des progrès jusqu'à ce qu'il y ait un scanner et surtout une chirurgie entre New York et Strasbourg via fibre optique. Et en fait, vous en avez entendu parler à l'époque en 2001. Et en fait, aujourd'hui, vous n'en entendez plus parler pour une bonne et simple raison. C'est que pour pouvoir faire de la téléchirurgie, il faut pouvoir affirmer qu'on a 99,999% de certitude sur la ligne, et ce qui équivaut pour Orange en fait à bloquer une ligne transatlantique. Donc bloquer une ligne transatlantique, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire pour le débit Internet mondial, donc c'est pas pour rien qu'on ne fait pas de téléchirurgie aujourd'hui. La téléconsultation, vous le savez, mais il y a quand même 2-3 petites choses réglementaires qui sont rigolotes à rappeler. C'est que théoriquement, c'est le médecin qui est censé juger de la pertinence d'une téléconsultation. Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. C'est le médecin qui doit juger de la pertinence de la téléconsultation et non pas le patient qui doit pouvoir prendre sur une plateforme une téléconsultation comme une consultation. Non. Normalement, c'est le patient qui propose une téléconsultation et le médecin qui juge de sa pertinence. Voilà, juste pour vous faire réfléchir à ça. Et également, ça doit évidemment nécessiter le consentement préalable, mais on n'a pas besoin quand c'est le patient qui prend lui-même sa téléconsultation. On doit connaître son patient, ça c'est la blague, parce que depuis évidemment il y a beaucoup d'autres dispositions qui sont passées, et surtout la petite cotation urgence permet à des plateformes de téléconsultation un petit peu sauvages de voir n'importe qui, n'importe quand, et de faire des arrêts de travail qui seront peut-être bientôt limités à 3 jours. Je vous passerai cette diapo qui a été faite par l'ANS et qui est extrêmement chiante. Désolé pour mon langage, pour ceux que ça choquerait. La téléconsultation également doit répondre à toutes ces nécessités techniques, flux vidéo, prescription, facturation, etc. Et je vais passer ça parce que de la même façon, je pense que vous n'en avez rien à secouer. Ce qui vous intéresse, c'est ça. C'est savoir quelle est l'offre de téléconsultation. Alors, on l'a classée en plusieurs choses. En solution, ce qu'on appelle standalone, c'est-à-dire qu'on peut utiliser toute seule. Vous installez Medavis, vous utilisez Medavis, vous faites toutes vos téléconsultations via Medavis, avec votre agenda via Medavis, avec votre facturation via Medavis, votre dossier médical via Medavis. Bref, c'est génial, ça fait tout. Le problème, c'est que si ça fait tout, après, vous êtes obligé de retaper dans votre logiciel métier ou de refacturer derrière, etc. Bref, je vous laisse intégrer ça dans vos pratiques si vous le souhaitez. On a les solutions qu'on appelle télécabines de téléconsultation, c'est Medadom, c'est Tessan. C'est ce genre de trucs que vous voyez arriver dans les supermarchés entre le rayon fruits et le rayon dessert. Je ne vous dis pas de blague, c'est vrai, vous pouvez aller au supermarché Monoprix de Nation, à côté de chez moi à Paris, et vous aurez une télécabine qui est juste à côté des tomates. C'est pas une blague. Voilà. Ils en ont ouvert aussi, évidemment, dans des mairies, dans plein de choses, dans plein de pharmacies qui sont ravis d'aller directement du producteur au consommateur. Et évidemment, ils vous font plein de promesses, et en tout cas, celle de vous salarier en pouvant téléconsulter en tongs à 22h chez vous. Présenté comme ça, c'est pas dégueu. Vous pouvez oublier les solutions juste visio qui ont eu lieu uniquement pendant le
période de Covid. Aujourd'hui, c'est plus du tout dans les clous, puisque ce ne sont pas des flux qui sont sécurisés, quoi qu'on vous promette. Et les solutions qui sont intégrées à l'agenda, ou plutôt des solutions, on va dire, qui ont un agenda et ils ont développé la téléconsultation derrière, c'est celles qui sont affichées là, par exemple. Et vous avez des solutions qui sont aussi des plateformes que j'appelle revenus dans les clous, parce qu'au départ, Livy et Care, ce n'était pas du tout dans les clous, et que maintenant, ils ont trouvé des modèles qui leur permettent de l'être et de prétendre à des consultations remboursées. Bref, l'offre est pléthorique, vous en connaissez déjà plein. Il y a aussi des offres régionales. On n'est pas là pour vous dire laquelle utiliser, on est là pour vous dire d'utiliser celle qui sera la plus évidente pour vous, la plus simple pour vous et pour vos patients accessoirement. La télexpertise, pour vous dire que ça c'était avant et que maintenant, en fait, on n'a plus besoin d'avoir un patient en LD, de maladies rares, etc. Maintenant, c'est tout le monde. Voilà, laissez tomber. Tout le monde peut bénéficier de télexpertise. Tous les pros de santé conventionnés peuvent demander télexpertise, y compris maintenant les kinés, depuis la dernière convention qui a été signée il y a quelques semaines. Il y a un seul niveau de rémunération, c'est beaucoup plus simple, c'est 10 € si vous requérez un médecin autre, et c'est 20 € pour le médecin requis. Vous avez une cotation qui est assez facile à faire maintenant dans vos logiciels, voire même vous pouvez appeler des outils de téléconsultation qui facturent ça déjà à votre place. Donc, c'est plutôt pas mal et ça vous permet d'avoir un avis sur je sais pas moi, une photo que vous avez prise d'un grain de beauté ou ce genre de choses, ou d'un tympan, voilà, ou appeler le cardio pour lui demander ce qu'il veut faire avec ça. Maintenant, effectivement, non seulement c'est considéré comme une expertise, mais comme une expertise qui est rémunérée largement plus que le coup de fil que vous passiez auparavant à vos collègues. Donc, comment est-ce qu'on met la téléconsultation? Pareil, hein, c'est une diapo qui a été faite par l'ANS. L'ANS, c'est l'Agence du numérique en santé. Ça, c'est vraiment pour les grands experts qui ont envie de se le tarter. L'offre est moins pléthorique, certes. OmniDoc, c'est celui qui a un petit peu une grosse place sur le marché aujourd'hui. Rofim, c'est une solution qui vient de Marseille, qui est aussi en cours de déploiement. Vous avez des solutions intégrées à l'agenda, de la même façon que pour la téléconsultation. Et vous avez les solutions régionales, parce que vous avez beaucoup de régions, du RPS, qui ont craché au bassinet pour faire des solutions de leur côté. Alors le problème, c'est qu'elles se ressemblent un petit peu toutes et qu'ils ont chacun réinventé la roue de leur côté, on peut dire ça comme ça. Mais bref, en tout cas, si vous êtes dans une région qui en a une, n'hésitez pas, sautez dessus, c'est gratos, et en général, c'est plutôt pas mal fait. Donc vous pouvez. Et d'ailleurs, la plupart permettent aussi la téléconsultation. Vous aurez reconnu qu'il y a des noms qui sont revenus entre l'un et l'autre. La téléassistance, on en a parlé tout à l'heure, on s'en fiche. La réponse médicale téléphonique aussi, vous savez très bien ce que c'est. La télésurveillance, globalement, en fait, c'est la santé mobile. C'est la santé mobile qui sont ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les IoT, un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler, les Internet of Things. C'est l'Internet des objets qui peuvent être médicaux. On appelle ça dans ce cas-là des IoTM. C'est ce qui permet, on a dit tout à l'heure, le quantified self, de soi quantifier, de se trouver soi-même en prenant son pouls, sa tension, son poids, tout ce genre de choses. Ce qui a peut-être un intérêt pour eux, peut-être moins pour nous en tant que professionnels de santé, mais je vous laisserai y penser. La mobilité, donc on a dit c'est un petit peu tout ça. Aujourd'hui, vous trouvez plein de trucs connectés. Évidemment, on a parlé des montres connectées, mais aujourd'hui, vous pouvez trouver des brosses à dents connectées, des grille-pains connectés, des rice cookers connectés, des chaussettes connectées, des raquettes de tennis connectées. Bref, je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas connecté aujourd'hui. Je suis sûr que si on voulait, on pourrait connecter n'importe quoi. Je vous laisse avoir des idées. Et vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer des bêtises en discussion si vous avez des idées de machins connectés qui nous fassent rire. Bref, la M-Santé aujourd'hui, c'est quoi? C'est surtout pour les gens qui sont en LD et surtout pour la petite enfance. Pourquoi? Parce que dans la petite enfance, les parents, qui sont souvent culpabilisés, évidemment, ils vont acheter tout et n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on m'a demandé de participer à un jury de bousins de M-Santé. Et dedans, il y avait une petite boîte, une start-up française qui était hautement financée par la région, qui avait inventé le thermomètre connecté, une espèce de petit pansement qu'on pouvait coller ici sur le côté. Et ils étaient super fiers de montrer ça. Et tout le public était ébahi de dire « Ah, c'est génial, on va pouvoir surveiller la température de notre bébé toute la nuit avec des graphiques, avec des courbes, c'était super !» Et voilà. Et sauf qu'il a fallu qu'il y ait 2-3 soignants dans l'assistance qui leur disent écoutez, enfin oui, bien sûr, mais juste même en réa pédiatrique, prendre la température plus de 6 fois par jour, on s'en tamponne. Donc qu'est-ce que ça apporte finalement, je veux dire, au schmilblick que d'avoir un patch qui permet de surveiller sa température 24/24? Probablement rien. Donc il y a beaucoup de bousins connectés qu'on essaie de vous vendre aujourd'hui et je vous laisse juger de leur utilité ou pas. Personnellement, petite anecdote, j'ai il n'y a pas longtemps pris des systèmes de
saturation connectée, de tensiomètre connecté, de balance connectée, de balance bébé connectée, tout ça pour intégrer mes données directement dans mon logiciel métier en Bluetooth. C'était génial, sauf que ça n'a jamais marché. Alors peut-être parce que j'ai un très très grand box de consultation qui fait 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'était trop long pour le dongle Bluetooth qui était vendu. Il a fallu qu'on trouve 25 solutions avec le vendeur de matériel. Et en fait, on n'a jamais trouvé la solution, sauf que évidemment, même si sa solution est techniquement complètement nulle, on est engagé par contrat pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, on va le payer pour un truc qui ne sert à rien. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Donc réfléchissez bien avant de prendre un truc connecté pour votre cabinet. Voilà. Globalement, il y a beaucoup de promesses. Et oui, ce qui veut dire qu'il y a plein de startups, mais qu'il y a plein de startups qui ne réussissent pas à trouver leur public, comme on dit, par Google. Et évidemment, ce que vous avez aussi comme risque, c'est l'assurantialisation de la santé, parce qu'aux États-Unis, par exemple, si vous avez un bracelet connecté, votre mutuelle, votre assurance peut vous offrir des bons Amazon pour acheter des choses. Voilà. C'est pas encore légal en France, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont essayer. On ne cite pas du tout Alan. Les défis, évidemment, c'est de réussir à garder un environnement sécurisé, surtout l'interopérabilité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que les machines parlent entre elles à peu près le même langage. Voilà, et c'est ça le turfu. C'est géolocaliser, par exemple, sur un plan blanc où sont les gens pour assister les personnes, mais c'est par exemple avoir des capteurs implantables pour l'exposition solaire. La réalité augmentée avec les Google Glass, vous en avez entendu parler il y a quelques années, mais finalement plus personne ne les utilise. On verra bien si on retrouve un public. Les podomètres connectés, on en a parlé. Il y a une application Apple Watch pour, au Japon, pouvoir screener les dépressifs sévères. Et ça marche vraiment super bien, tout simplement parce qu'ils font moins de mouvements que les autres. Et donc, l'Apple Watch, au bout d'un moment, dit vous bougez pas, il y a un risque suicidaire dans les 2 semaines. Et donc, ça appelle directement votre psy, c'est pas une connerie, ça existe. Ma préférée, on s'arrêtera là, c'est la pilule connectée. Dedans, il y a un capteur. Quand vous l'avalez, le capteur est en contact avec vos tubes gastriques. Ça envoie un message à un capteur que vous avez sur la ceinture, qui envoie lui-même un message sur votre téléphone, qui le renvoie au centre de vérification pour savoir si vous avez bien pris vos petites pilules ce soir. Hein, surtout votre Abilify. C'était pour un neuroleptique et donc vérifier évidemment l'observance. On pourrait rester des heures et des heures, en tout cas moi c'est sûr, mais je pense qu'on va s'arrêter maintenant parce que sinon on en a jusqu'à demain. Et globalement, je voulais vous parler du changement, mais on en parlera peut-être un autre jour, ou si vous voulez, vous m'envoyez un petit message et on en parlera. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là dans le public? Parce que je pense qu'on vous a un peu assommé là, avec tout ça depuis tout à l'heure. N'hésitez pas. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Bon. Si vous n'avez pas de questions, peut-être vous dormez. Et si vous dormez pas, moi je vais continuer, hein, puis je vais parler du changement. Je sais pas, il est quelle heure? On a jusqu'à quelle heure? On a encore du temps. Bon, dans ce cas-là, on va passer un petit peu de temps sur le changement alors. Le changement, c'est maintenant. Ça, vous le savez tous, c'est l'ancien président qui l'avait dit. Et en fait, il avait raison. Voilà, que vous l'aimiez pas, il avait complètement raison. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de l'informatique. Et que l'informatique, en réalité, c'est indissociable du changement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'informatique, c'est plein de petites versions, plein de petites mises à jour de vos logiciels qui sont faites au fur et à mesure. Et donc, en fait, en réalité, vous changez tous les jours sans vous en rendre compte. Sauf que ça, c'est vrai pour les gens qui savent faire des petits changements, qui ont compris que la stratégie du changement valait mieux la faire avec des toutes petites marches au fur et à mesure. Vos applications sur vos téléphones font des mises à jour toutes les semaines. Et donc, toutes les semaines, vous avez un tout petit machin qui change, un icône, un endroit qui change de truc, une nouvelle fonctionnalité, bref. Vous changez tous les jours sans le savoir. C'est bien plus facile d'ailleurs de changer comme ça que de changer avec des espèces de gros paquets de changements comme les vieilles entreprises à la papa savent faire. C'est-à-dire un gros cahier des charges et puis 3 ans après, on vous fait une mise à jour majeure qui change tout du début à la fin. Rigolez pas parce que souvent nos logiciels métiers ont fait ça. Mais heureusement, maintenant, ils ont compris. Alors, oui, on a des questions. Génial, j'adore. On va commencer à répondre. Une question basique, j'ai compris qu'on ne peut pas envoyer d'ordre aux patients sans messagerie sécurisée. Comment faire alors? La messagerie sécurisée n'est que pour les professionnels de santé? Bah oui, mais vous êtes professionnel de santé là ce soir ou bien? En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc très simple. Pour envoyer un message à votre patient, vous prenez son numéro de sécu, vraiment. Vous mettez un arrobas derrière, vous mettiez patient.mssanté.fr et vous pouvez lui envoyer un message via Mélis. Pro type, hein, c'est génial. Alors ça, d'accord, c'est la version en mettant les mains dans le cambouis, mais nos logiciels métiers vont évidemment permettre de faire ça très très vite, pour ceux où c'est déjà pas le cas. En tout cas, c'est une exigence du
Volet 1 ou volet 2? Volet 1. Volet 1, merci. Donc en fait, ça veut dire que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes censé pouvoir envoyer un message à vos patients. Mais ce qui veut dire que vos patients peuvent aussi vous envoyer un message via messagerie sécurisée. Et là, je vous vois tous faire des gros yeux en disant ah, mais attends, ils vont nous demander une ordonnance à 2 h du mat, comment on va faire? Non, je vous rassure, ils ne peuvent pas dans ce sens-là, sauf si vous les autorisez. Donc en fait, si vous leur envoyez un message, ils peuvent vous répondre jusqu'à ce que vous, dans l'entête de votre message, vous mettiez stop en majuscule entre crochets. Et là, ça coupe la transmission et ils ne peuvent plus vous envoyer de message. Donc oui, bien sûr que c'est que dans un seul sens. Pour la petite histoire, il a fallu qu'on gueule pour que ce soit que dans un seul sens, parce qu'il y a encore 6 mois, les gens du Ségur avaient envisagé qu'on puisse être corvéable à merci n'importe quand. Il y a un autre point qui arrive avec le Ségur. On parle d'ordonnance, effectivement. Il y a la e-prescription ou l'ordonnance numérique. Là aussi, c'est vrai, c'est du paramétrage, mais par défaut, un certain nombre de vos solutions Ségur vont vous proposer de transmettre systématiquement l'ordonnance numérique ou la prescription dans le dossier du patient. Le patient va pouvoir retrouver ces éléments dans son dossier. Alors, mon espace santé, tout ce qu'il y a autour, c'est pareil, c'est nouveau, ça se met doucement en place, mais ça va permettre aussi au patient d'accéder à un certain nombre d'éléments de son dossier sans forcément venir vous solliciter systématiquement. Alors, ensuite, avant de répondre à celle qui m'intéresse beaucoup, qui est celle du docteur Para, on va en parler après. Celle de Margot qui nous demande du coup qu'est-ce qu'on conseille comme logiciel. Alors évidemment, on va conseiller Medapix parce que est juste à côté de nous. Mais si on est nul en informatique, globalement, j'ai pas un logiciel à conseiller à Margot. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est Margot. Alors peut-être qu'on va le savoir plus tard, on va s'échanger nos 06, on va en parler, etc. Pourquoi pas? Mais Margot, ça va dépendre de déjà sa spécialité, ça va dépendre aussi de son rapport avec l'informatique, ça va dépendre je sais pas moi, du type de cabinet, ça dépend du est-ce qu'elle veut faire beaucoup de téléconsultations ou pas, ça va dépendre de est-ce qu'elle fait des consultations de 5 minutes, d'une demi-heure, de choses comme ça. Ça dépend à quel point est-ce qu'elle aime l'optimisation, à quel point elle est à l'aise avec le mulot et la souris, ce genre de choses. Et donc, en fait, il n'y a pas un logiciel pour tout le monde, sinon ce serait trop simple et tout le monde utiliserait le même. Par contre, tu as peut-être des critères à toi. Tu as peut-être envie de savoir ce que les autres collègues qui te ressemblent, utilisent. Si tu es en MSP, tu vas avoir des obligations réglementaires d'utiliser un logiciel qui est utilisé par toutes les autres personnes de la MSP, par exemple, ce genre de choses. Donc, ce que j'ai répondu tout à l'heure, c'est moi, j'ai un conseil à donner à tous ceux qui se posent la question de quel logiciel métier est-ce qu'ils peuvent bien utiliser. Allez sur 100 000 médecins.org. 1 0 0 0 0 0 médecin.org et vous allez trouver un listing des logiciels qui existent aujourd'hui. Alors oui, certes, je fais de la pub pour mon bébé parce que c'est moi qui l'ai monté en grande partie. On essaye de recenser à peu près la plus grande partie des solutions qui sont disponibles. Aujourd'hui, on a à peu près 25. Désolé, il y a des petites choses qui ne sont pas complètement à jour, surtout en ce qui concerne qui possède quoi, parce qu'il y a encore un petit mercato cet été, donc on ne va pas encore tout rebalancer dessus. Mais vous allez pouvoir choisir, évidemment, par rapport à vos contraintes. Est-ce que vous voulez un système d'aide à la prescription qui soit référencé HAS V2, ce qui est la nouvelle version? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit adapté au MSP? Est-ce que vous voulez juste quelque chose qui soit simple, efficace? Est-ce que, etc. Vous allez pouvoir mettre vos critères et vous allez pouvoir voir l'existant et surtout voir les retours d'expérience de vos collègues. Parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà allés dessus pour poster, pour donner leur avis dessus. Alors, en général, ça plaît ou ça plaît pas, d'ailleurs, à certains éditeurs, parce que c'est parfois un peu cru, mais je pense que c'est nécessaire, encore une fois, et je pense que Franck sera assez d'accord avec moi. Toute remontée est bonne à prendre, voilà, parce que même la plus dégueulasse des remontées permet de se poser les bonnes questions et de challenger les personnes qui ont fait ça. Donc, du coup, Margot, je conseille quoi comme logiciel? Moi, je peux déjà dire ce que je conseille pas comme logiciel en off, on n'est pas là pour ça ce soir, mais j'en ai pas un à conseiller directement. Maintenant, avant de passer au changement, j'ai vraiment envie de vous en mettre plein la vue, effectivement, en répondant au docteur Para. Alors désolé, on va quitter cette présentation. Voilà. Et maintenant, je vais vous partager mon écran en entier. Alors, écran, voilà, c'est parti, partager. Moi, j'utilise comme solution un truc. Alors désolé, regardez pas le nom qui est ici. Hein. Ok, on va se mettre sur ma fiche. On va déjà se reloguer avec un vieux code. Ne regardez pas non plus mon code, s'il vous plaît, hein, mon email. Au moins, vous avez mon email si vous voulez m'en envoyer un. On va se mettre sur ma fiche. Alors, ma petite fiche de test. Et donc, sur ce logiciel que je ne vous conseille absolument pas,
Vous voyez donc déjà que les téléservices sont intégrés là-dedans. Vous voyez que je peux faire plein de trucs avec ça, machin, et on s'en fout. Hop là, annuler. Voilà, désactiver 1 heure, merci. Et je vais ouvrir une consultation et on va se faire une consultation entre nous avec Nabla. Nabla Copilote, que je vais tester depuis à peu près 6 mois, 1 an, et qui est une solution, j'espère que vous voyez tous le petit encadré à droite, voilà, le petit truc gris, qui est en fait là où vous allez voir le transcrit. On va faire une consultation au cabinet, je vais en faire une débile, je vous préviens, et je vais être assez vulgaire, comme je sais. C'est parti. Bonjour, docteur Azerad. Oui, bonjour, votre carte vitale, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, vous avez quoi aujourd'hui? Ah, j'ai mal à l'épaule gauche. J'ai mal aussi au coude gauche. Ah bon, d'accord. Ça fait combien de temps? Ah ben ça fait à peu près, je sais pas, ça fait longtemps. Combien de temps? Bah longtemps. Combien de temps? Ah, 2 semaines, allez, on va dire 2 semaines. Ça passe 2 semaines? Oui, ça passe 2 semaines. Alors qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Alors c'est principalement au golf et au tennis quand je joue. Ben, j'ai mal au coude et un peu à l'épaule. Mais des fois, j'ai aussi un peu mal à la dent, là, l'incisive, là à droite. D'accord. Et je vous ai dit aussi que j'avais mal au ventre. Oui, d'accord, ok. Euh, je prends quoi comme médicament? Bah, je prends quoi? J'ai pris du Doliprane. J'ai pris du Doliprane, mais ça n'a servi à rien. Alors après, je suis allé à la pharmacie et on m'a donné de l'arnica. L'arnica, par contre, ça a vachement bien marché. Euh, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis de santé par le passé? Oui, oui, oui. On m'a enlevé un testicule à gauche quand j'avais 15 ans, mais je ne sais plus pourquoi. On m'a dit une histoire de je ne sais pas quoi. Je m'étais détordu le testicule, probablement. Ah, d'accord. Très bien. Alors, je vais vous examiner le coude. Là, ça fait mal. Oui, aïe! D'accord, là, ça fait mal. Très bien. Bon, écoutez, je pense que vous avez une tendinite du coude. Nous, on appelle ça une épicondylite. Alors, ce que je vous propose avant tout, c'est d'arrêter de faire du tennis et du golf tant que ça vous fait mal. Pourquoi pas d'utiliser un bracelet spécial? Je vais vous donner quelques anti-inflammatoires et puis vous allez me faire de la kiné. Ensuite, si vous voulez, on se reverra si ça continue à vous faire mal. Et puis, ben, merci beaucoup. C'est 25 euros. Ah, attendez, 2 secondes. J'ai oublié, vous avez 42 ans. N'oubliez pas, à 45 ans, il faudra faire un rappel de vaccin. Hein. D'accord? Et il faudra bien prendre des petites pilules, hein, monsieur. Voilà, là, je vous ai fait une consultation débile. On est d'accord? Et là, on va la finir, cette consultation débile. Vous avez vu tout le transcrit qui s'est fait au fur et à mesure. Voilà. Et en fait, derrière le transcrit, qui n'est donc pas gardé en mémoire par le logiciel, vous avez une IA générative, entre nous, on va l'appeler ChatGPT, qui permet de faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire un résumé. Globalement, ChatGPT, vous pouvez lui donner un gros bouquin de 500 pages et lui dire, est-ce que tu pourrais me faire ça je sais pas, en 30 pages? Et ça, il sait bien le faire. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien voilà, la consultation qu'on a faite. Douleur à l'épaule gauche, douleur au coude gauche. Très bien. Bon, il n'a pas retenu qu'on avait une douleur au ventre parce qu'en fait, on s'en fout et que la canine aussi, ça a à peine été évoqué. Mais toujours est-il que douleur persistante depuis 2 semaines, principalement dans la pratique du golf et du tennis. Jusqu'ici, là, bon. Hein. Ah bah tiens, on lui a déjà enlevé un testicule à gauche à l'âge de 15 ans. Ah bah, bien ça. Mode de vie, bah tiens, il pratique du golf et du tennis, ça paraît logique. Il y a du Doliprane. Il a pris de l'arnica, il a dit que c'était efficace et que le Doliprane, c'était inefficace. Il a même percuté ça, vous vous rendez compte? Examen, douleur au coude gauche, tendinite du coude, épicondylite, voilà, conduite à tenir, arrêt du tennis, du golf, voilà, utilisation du bracelet spécial. Ah oui, parce que j'ai pas dit que c'était un bracelet anti-épicondylite, mais il a retenu bracelet spécial. On va lui donner des anti-inflammatoires, revoir le médecin si les douleurs persistent, etc. Et le plus beau, en fait, c'est qu'après, je peux l'exporter. Non seulement, ah, là, il m'a pas trouvé le code SIM10 de la couillectomie à 15 ans, mais c'est pas grave. En tout cas, soyez-en persuadés, il a réussi à trouver des codes SIM10 que moi, j'arrive pas à trouver tout seul. Hein. Donc là, on l'exporte, paf, ça me met dans votre dossier, et pouf, votre consultation, elle est déjà terminée, vous avez déjà tout ça. Alors, ça paraît génial, il y a un effet waouh quand on le fait comme ça, hein, n'est-ce pas? Moi, pour l'avoir bêta testé, je peux vous dire que, bon, j'ai pas envie à chaque consultation de médecine générale d'avoir un truc énorme comme ça, parce que sinon, moi, je perds du temps, évidemment, à chercher l'information. Mais globalement, ça, c'est des petits paramètres qu'on va bientôt pouvoir faire là-dedans. Si vous faites de la consultation de sang non programmée, c'est juste idéal. Si vous êtes un spé d'organes, bah, c'est génial. Vous pouvez faire sortir vos patients directement avec un transcrit de la consultation qui a déjà été mis en forme. Moi, perso, je trouve que ça, c'est la modification la plus disruptive, comme m'aiment dire les start-upers, que j'ai vue depuis des années dans le domaine de l'informatique médicale. Je vais vous dire pourquoi. On reprend la diapo du début. Jean-Louis Fink-Bratano qui a dit que l'informatique devait nous permettre tout simplement de revenir vers le colloque singulier, vers la relation médecin-patient en réalité. Et accessoirement c'est celle-là qui nous manque aujourd'hui. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein.
c'est l'Académie de médecine, parce que les vieux croutons de l'Académie ne disent pas que des bêtises. Et quand ils ont fait une étude sur les fake meds, c'est-à-dire tout ce qui était ostéopathie, éthiopathie, machin, etc., tout ce genre de trucs, ils se sont rendus compte que c'était plébiscité pour une bonne raison, c'est que tout simplement, les gens, eh ben, tout simplement, ils prenaient en compte leurs douleurs, ils les recevaient, mais en fait, c'était surtout qu'ils les recevaient pendant 30 minutes minimum. Et donc, ils avaient beaucoup d'échanges, et c'était pas nos consultations, des fois un peu rapides, désolé, hein, mais c'est une vérité, où on va rapidement à l'essentiel, où on a moins de temps pour le rapport humain. Or, ce rapport humain, c'est un élément déterminant de l'effet placebo, de l'effet décorum, et en réalité, il est tellement important que c'est une partie vraiment non négligeable de toute l'adhésion thérapeutique, de toute la relation que vous allez avoir avec vos patients. Et donc, si vous réussissez à faire une consultation en entier, les yeux dans les yeux avec votre patient, grâce à un outil comme ça, ben peut-être que vous aurez de bien meilleurs résultats en tant que soignant, qu'en thérapeute. Donc oui, pour moi, ça m'a permis de faire gagner du temps pour certaines consultations, pas toutes, les consultations simples, pas forcément les ultra complexes. Et oui, effectivement, Nabla, c'est pour moi une solution à continuer à regarder vraiment pour voir comment ça évolue et comment est-ce que, bah, par exemple, des logiciels métiers vont réussir à l'intégrer en faisant des partenariats avec eux, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'était je ne veux pas vous faire de la pub, il y en a un autre aussi, un concurrent qui s'appelle. Je vais retrouver, je vous dirai ça à la fin pour ne pas dire que j'ai fait de la pub que pour un. Bref, donc ça, c'était une question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, hein, parce que sinon, moi, je vais embrayer sur la stratégie du changement. Hein. Eh bien, écoutez, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. En attendant, je reviens sur la stratégie du changement. Si je reviens juste Bien sur sûr. Nabla, le point que je trouve intéressant sur ce produit, au-delà de la transcription, c'est effectivement le point de codification. C'est ce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui dans les solutions. C'est une volonté aussi générale de codifier un maximum. Alors, soit ça vous demande plus de boulot quand on n'a pas ce magnifique outil, effectivement, qui fait cette transcription et cette codification, mais le gain de temps et le temps que vous pouvez repasser avec le patient, il passe à la fois, effectivement, sur la consultation, mais aussi sur la compréhension de l'historique. Et plus votre historique et plus les informations qu'on vous transmet sont codifiées, et plus ce sera simple pour vous de rentrer dans l'essentiel ou d'arriver à l'essentiel. Et ça, moi, je trouve ça super. Je pense que Franck a d'autant plus raison que le Saint Graal, on va dire, de tous les entrepôts de données de santé, c'est finalement d'avoir des données qui sont structurées. La structuration, c'est globalement ce qui prend, lorsqu'on fait des études, des thèses là-dessus, etc., 15 minutes par consultation pour bien la faire. Je laisse réfléchir. 15 minutes par consultation pour bien structurer une consultation. Voilà. Donc, en gros, on a besoin d'outils pour nous permettre de le faire, parce qu'en fait, ça fait depuis 20 ans que tout le monde nous en veut de ne pas réussir à structurer nos consultations. Parce que si on ne peut pas les structurer, bah, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de recherche en soins primaires ou en ville ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire remonter des données qui sont objectives et qui sont comparables dans un entrepôt de données santé comme le futur Health Data Hub, s'il voit le jour finalement un jour, ou comme le P4DP qui est en train d'être lancé par le Collège de médecine générale pour faire de la recherche en soins primaires en médecine générale. Donc en fait, on a besoin de cette structuration pour pouvoir mettre tout ça dans des entrepôts de données de santé anonymisés, évidemment, n'ayez pas peur. Mais ça va servir à quoi? Ça va servir à faire de la recherche. Ça va servir à trouver des nouvelles voies, pourquoi pas de thérapeutiques, des nouvelles voies intéressantes en cherchant des corrélations, parce que c'est à ça que servent les IA qu'on fait naviguer justement dans le big data. Big data qui est représenté par tous ces entrepôts de données de santé. Donc oui, si un jour Nabla, qui est sur le point d'y arriver, hein, réussit en faisant ce transcript de la consultation, en faisant ce résumé, à nous coder automatiquement, grâce aux mots-clés qu'il aura lui-même reconnus, et à nous structurer nos consultations de telle façon à ce que ça remonte, eh ben dans ces cas-là, je pense qu'on sera effectivement dans le turfu avec un Health Data Hub utile pour la recherche, parce que c'est vraiment finalement à ça que ça veut nous servir. Alors on pose la question, est-ce que Nabla fait partie de Veda ou c'est indépendant? C'est totalement indépendant. Hein. Nabla, c'est une petite start-up qui est sur Paris 11e. Dans mon souvenir, Veda, ils sont plutôt vers Toulouse et c'est pas du tout une start-up. Et donc, non, c'est juste que Nabla a fait un système qui permet d'intégrer ça dans Veda. D'ailleurs, Veda n'est même pas au courant officiellement. Mais donc, non, les deux sont totalement indépendants. Alors,
Est-ce que vous voulez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on chatte un petit peu? S'il y en a qui... Je sais pas si vous pouvez prendre le micro de votre côté, nous on peut vous entendre ou pas? Ouais? Bah, allez-y, débranchez votre micro, posez des questions, allez, c'est parti. Vous êtes timide, hein? Bon alors. Bon, vous êtes des grands timides ce soir. Ok, message reçu. Bon, bah c'est parti, je vais vous parler un peu de changement alors. Et alors de tout à l'heure, je suis sûr que certains d'entre vous se sont posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il veut nous parler de changement, lui? À quoi ça sert? Bah, je vous ai dit, en fait, vos outils changent tout le temps. Mais vous aussi, vous changez tout le temps. Et accessoirement, le fait d'intégrer un nouvel outil dans votre pratique, c'est un changement. Et le problème, c'est que le changement, c'est maintenant, c'est facile à le dire, mais en fait, c'est pas facile de se l'appliquer parce que sinon, on serait tous des gens parfaits, parce qu'on aurait tous atteint tous nos objectifs, toutes les bonnes résolutions qu'on se fait le 1er janvier, et on aurait tout atteint le 2, et puis il n'y aura même plus de débat. Donc non, changer, c'est pas simple. Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que changer, c'est ça. C'est une altération de la réalité, du petit cocon de bonheur dans lequel on est. Et évidemment, bah, la nouveauté, il y a des gens qui vont prendre ça positivement et des gens pour qui ça va être une angoisse. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, une anxiété généralisée, ce genre de choses. C'est principalement le changement qui en est la cause. Donc globalement, il faut chercher pour vous la motivation. Est-ce que vous aimez bien la stabilité, être dans votre petit fauteuil, ou est-ce que vous adorez tester des nouveaux trucs? Vous imaginez peut-être, vous projetez peut-être sur moi le fait que j'évolue en permanence. Non, c'est pas vrai, hein. Moi, j'adore le confort. Donc, alors, on me pose une autre question. Bot et prise de rendez-vous. Ok, on en parle après des bots. Je vais parler du changement très rapidement. Le changement, c'est un risque, évidemment, mais c'est un processus inévitable parce que, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la bulle de confort, mais en fait, il faut imaginer que cette bulle de confort, elle avance et qu'elle va vous laisser sur place si vous ne changez pas. Donc, en fait, vous, il faut changer en permanence pour rester dans votre bulle de confort. Sinon, vous allez regarder passer les trains comme les vaches. Donc, c'est inévitable, c'est naturel de résister au changement, mais c'est nécessaire de prendre le changement en marche. Sinon, bah, vous avancez pas. Et le problème, c'est que naturellement, face au changement, on fait plein de conneries. C'est-à-dire, bah, on argumente, on se révolte, voire même on sabote le changement, etc., ce genre de choses. La question, est-il possible d'avoir le replay? Oui, oui, il sera possible d'avoir le replay. Et ceci, c'est pour vous faire comprendre le changement. Tiens, c'est marrant, vous connaissez peut-être déjà ce graphique. On appelle ça les 5 étapes, du deuil. Voilà. Mais le changement, c'est un deuil. C'est un deuil de ses anciennes habitudes. Donc, il faut le prendre comme ça. Au début, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas vouloir, et puis après, vous allez vous énerver, et puis après, vous allez être triste parce que vous savez que vous devez changer, mais vous n'y arrivez pas de changer. Et puis après, finalement, vous avez dit, bon, allez, c'est parti, je vais commencer à changer, je vais essayer un truc ou deux, et puis bon, finalement, je vais prendre celui-là, et puis ensuite, vous allez intégrer, vous allez être super content jusqu'au prochain deuil de votre prochaine habitude. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir, et c'est comme ça que ça permet parfois de passer quelques étapes, des freins vraiment pour vous. Parce que des freins, il y en a plein, et vous n'êtes pas forcément un pionnier à vouloir toujours changer, etc. Vous êtes peut-être un attentiste, vous êtes peut-être un sceptique, voire même un hostile. Ceux-là, c'est même pas la peine d'essayer de changer avec eux, parce que de toute façon, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Nous, dans le jargon, on appelle ça des polochons. C'est les gens qui ne veulent pas changer. Ils sont entre 3 et 5%, quelle que soit la structure que vous voulez changer, que ce soit EDF ou que ce soit votre maison de santé, etc. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas changer. Voilà, essayez pas de les convaincre, vous allez juste vous perdre la raison avec des trolls. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est miser sur les pionniers pour emporter les attentistes et qui vont, eux, évidemment, emporter les sceptiques. C'est comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une formule pour le changement, c'est pas une connerie. Il faut que, il faut que votre insatisfaction fois votre vision fois vos premiers pas soient supérieurs à toutes vos résistances qu'on a déjà un petit peu évoquées tout à l'heure. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est vous dire que j'ai dit tout à l'heure, le changement, c'était un deuil de ses anciennes habitudes. Ouais. Et en fait, c'est même plus loin que ça. Il faut se voir comme un addict à ses habitudes. Et c'est comme ça que vous allez peut-être réussir à changer. Il y a un truc qui a changé là-dedans, je suis d'accord. On va continuer à faire comme si de rien n'était. Et donc, vous voir comme un addict à vos habitudes, c'est peut-être ce qui va vous permettre de passer par les fameux stades
pour ceux qui connaissent la dictologie, de Prochaska et Di Clemente, qui sont les fameux stades de rechute, de maintien, de l'action, etc., de contemplation. Je vous laisserai réfléchir à ça et voir comment est-ce que vous pouvez changer un truc dans votre quotidien. Par exemple, arrêter de tweeter compulsivement à 2 heures du matin pour des trucs qui veulent rien dire avec des gens qui ne valent pas la peine. Les questions à se poser avant un changement, avant de changer de logiciel métier, avant de changer de solution de téléconsultation, avant de changer de montre, avant de changer de tout ce que vous voulez, c'est ça. Le prix à payer si vous ne changez pas. Mais quel est le coût également de vos anciennes habitudes? Alors le coût, c'est pas que financier, hein, c'est émotivement aussi. Parce que peut-être que tous les jours, vous pestez, vous râlez contre une solution que vous utilisez parce que vous ne pouvez pas l'utiliser à 100% et que c'est relou. On appelle ça le travail empêché. Ouais, je suis d'accord, Asma, le champ a changé. Je suis désolé si c'est moins bien. On a des personnes en technique qui vont tout faire dans les prochaines minutes pour essayer de rétablir ça à la normale. En échange, on va peut-être parler plus fort. Voilà, je termine juste ça avant de répondre aux questions. La question, c'est aussi ça. Quelle image aurais-je de moi dans le miroir? Comment est-ce que je vais me regarder si je n'arrive pas à changer? Voilà, comment est-ce que je vais me sentir? Et comment est-ce que ma famille va me sentir? Quel modèle est-ce que je vais être pour moi-même et pour mes enfants? Oh, beaucoup de pression. Comment est-ce que ça m'affecte au quotidien? Est-ce que finalement je ne vais pas être déprimé à cause de mes outils pourris? Ce genre de choses. Et comment est-ce que ça affecte mes proches également? Bref, toutes ces questions-là. Est-ce que ça vient de mon ordi? Je pense pas. On va juste vérifier. Non, mon ordi n'a pas changé, je suis désolé. Voilà. Est-ce que c'est le micro qui a changé? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc qui a changé. Mais je vais parler plus fort. Hein? Vous m'entendez là au fond? Non, il ne faut pas parler plus fort. Ok, il y a un deuxième micro qui est ouvert quelque part. Je ne sais pas lequel c'est. Je pense aussi, hein, il y a un petit retour. Dernière diapo sur le sujet. C'est ça, les étapes clés du changement. Je vais vous aider un peu, je suis sympa. La première, c'est ça. Vous n'allez pas changer juste en vous disant « Ah, bah tiens, c'est parti, j'ai envie de changer, je sais ce qu'il me faut, allez, c'est parti. » Non, non. Avant de débuter une stratégie de changement, renseignez-vous sur ce qui existe. Alors là, on a parlé de logiciels et métiers, n'hésitez pas à aller sur www.100 000médecins.org, par exemple. Comme ça, vous verrez ce qui existe dans le domaine. Pour l'instant, on fait les logiciels métiers. Bientôt, on va faire aussi des solutions d'agenda numérique, les solutions de téléconsultation, de téléexpertise, etc. Donc, c'est notre ambition, on y arrivera peut-être un jour. Renseignez-vous sur ce qui existe pour savoir avec quoi vous voulez changer. Voilà. Ensuite, il faut comprendre pourquoi est-ce que vous voulez changer et surtout savoir pourquoi vous voulez changer. Je me répète, hein, mais c'est important. Parce que tant que vous ne saurez pas en vous, en votre âme et conscience, dans votre petit cœur tout mou, pourquoi est-ce que vous voulez changer, en fait, vous réussirez à retourner dans votre cercle de machin, etc. Donc, ce sera foireux. Et ça, c'est comment on change. En fait, il faut se mettre en mode projet, il faut juste découper en petites étapes. 1, je vais appeler l'éditeur. 2, je vais regarder si les collègues ils sont d'accord. 3, je vais faire ci. 4, je vais faire ça, etc. On est dans Inception qui me fait marrer. Oui, c'est ça. Et donc, ensuite, il faut cultiver sa motivation. Oui, c'est vrai, il faut s'envoyer des messages préprogrammés. C'est pas une connerie. Programmez sur votre système d'envoi de messages un truc qui vous envoie dans un mois. Alors, tu as réussi à faire ça. Alors, tu as réussi à faire ça. Ah ouais, tiens, c'est trop beau, je t'aime, je m'aime, etc. Je déconne pas, ça marche très bien, ce genre de choses. Ça marchait pour moi. Ensuite, il faut évidemment repérer vos freins à vous et les freins de vos collègues et surtout planifier le démarrage avec un rétro-planning. Et ça paraît bête à faire, mais je peux vous assurer que c'est super utile, c'est ça qui vous permet d'avancer. Bref, on a dit qu'on allait couper tout le partage d'écran et que maintenant on allait répondre aux dernières questions avant de conclure avec Franck. Comment est-ce que j'arrête le partage de l'écran? C'est où celle-là? Merci. Je suis un geek, mais je suis un boulet. Hein. C'est pas incompatible. Alors, il y avait une question sur quelle messagerie sécurisée choisir. Alors, vous choisissez celle que vous voulez, mais de toute façon, ce serait Mélise. Je ne sais pas si j'ai été clair. Vous pouvez toujours choisir AppyCrypt hein, si vous voulez, elle est compatible Mélise. Vous pouvez toujours choisir mon Sysra hein, si vous voulez, elle sera compatible Mélise. Donc à la fin, de toute façon, on utilisera le moteur de Mélise. Après, c'est vous qui voyez. Hein. C'est juste que l'interface de Mélise est parfois un petit peu austère. Bref. Ah oui, ça dépend aussi de la façon dont c'est intégré dans le logiciel métier. Théoriquement, la vague 1 du Ségur, c'est l'intégration de Mélise dans votre logiciel. Moi, je dis ça, je dis rien. Les interfaces vont varier en fonction de vos solutions. Par contre, vous allez retrouver les mêmes informations, les mêmes règles de fonctionnement
On parlait tout à l'heure de la manière d'adresser un document, un message à un patient. Ça ne varie pas. Et effectivement, Mailis, derrière, c'est la messagerie sécurisée de santé. Il n'y en a qu'une et il y a plusieurs outils pour y accéder. Et ce qui va arriver avec la vague 2, c'est la facilité de basculer de l'un à l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la solution que vous choisissez en termes d'opérateur de messagerie, s'il n'est pas directement intégré, dans tous les cas, ça ne vous limitera pas sur les personnes ou les contacts avec qui vous pouvez communiquer. Il n'y a qu'une seule messagerie, et donc, quelle que soit l'adresse de messagerie sécurisée, vous pourrez communiquer avec. Y a-t-il d'autres questions à part que le micro est pourri? Alors, il faut couper le micro de jeune médecin. Je veux bien, mais il est chez moi. Hein. Alors, je le recoupe, on va voir si c'était ça ou pas. Non, mais c'est pas vrai, il était déjà coupé, j'ai juste récupéré. Bon, bah d'accord, ok, je ne sais pas ce qui se passe dans ce truc-là. Bon, bref, on vous a bien assommé, on vous a absolument donné des pistes pour trouver vos réponses, mais on ne vous a pas donné de réponse toute faite, toute prémâchée, parce que je suis désolé. En réalité, il n'y a pas une réponse prémâchée toute faite pour tout le monde. Encore une fois, l'objectif, c'est que vous puissiez définir quels sont vos besoins selon votre profil, selon l'emplacement où vous installez, selon votre écosystème, selon, voilà, si vous êtes en ville, à la campagne, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Si vous êtes en PACA, si vous êtes dans le Schnorr, vous n'aurez pas forcément les mêmes solutions régionales. Peut-être que vous êtes en MSP, peut-être que vous êtes en solo, peut-être que, etc. Et donc, en réalité, il n'y a pas une solution valable pour tout le monde. Sinon, ce serait trop beau, ce serait trop facile, tout le monde l'utiliserait encore une fois. Donc non, posez-vous les bonnes questions. Allez chercher l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire pourquoi pas sur 100 000 médecins.org, mais pourquoi pas ailleurs, parce qu'encore une fois, nous, on ne fait pas la téléconsultation pour le moment. N'hésitez pas à challenger les éditeurs que vous voyez, à leur poser toutes les questions que vous voulez, à les benchmarker en plus. N'hésitez pas à aller les rencontrer sur un congrès aussi, ça peut être utile pour avoir les réponses en direct live. N'hésitez pas à leur envoyer des mails, etc., etc. Ils sont là pour ça, hein, ils sont là vraiment pour vous aider. Et ne croyez pas qu'ils ont tout intérêt à vous vendre un truc qui ne vous convienne pas, parce que finalement, si vous êtes focalisé sur une solution qui n'est pas la bonne pour vous, bah, l'éditeur, c'est lourd aussi pour lui, parce que vous allez avoir plus de problèmes, vous allez passer plus de temps en support, parce que vous allez dire du mal, etc. Donc, non, je pense qu'il faut imaginer ça comme un cycle vertueux. Vous avez tout intérêt à utiliser une solution qui vous ressemble, et l'éditeur qui va vous la vendre a tout intérêt à ce que vous soyez bien avec elle. Voilà, je pense que tu peux que confirmer ça. Tout à fait. Et nous concentrer sur ce qu'il vous faut, et c'est parfait. Et donc allez chercher l'information et surtout pensez à pourquoi vous voulez changer, pourquoi vous voulez prendre cette solution. Et si c'est la première solution que vous cherchez, posez-vous la question aussi, quel est le backup plan? Comment est-ce que j'en sors? Est-ce que j'en sors en laissant les plumes ou est-ce que finalement ça va être facile? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez poser dès le début. Maintenant, encore une fois, on vous a dit que c'était beaucoup plus facile, de plus en plus facile grâce à la portabilité naissante entre les logiciels métiers. Mais voilà, c'est une question importante. Et surtout, voyez-vous comme un vieil addict, un accro à vos habitudes pour changer. Voilà, je pense que maintenant, on va pouvoir clôturer cette session et surtout, je vais vous inviter à, pourquoi pas, si ça vous a plu, ou même si ça vous a pas plu, mais que vous aimez Jeune Médecin, à adhérer à Jeune Médecin. Pourquoi? Parce que plus on est fort et que plus on pourra porter votre voix aussi auprès des instances, que ce soit auprès du numérique, mais aussi auprès de tout le reste. Donc, engagez-vous, rengagez-vous qui disait, vous verrez du pays, venez chez Jeune Médecin, en plus ça ne vous coûtera pas grand-chose puisque ça vous coûtera officiellement rien. Et n'hésitez pas à venir participer aux 2 prochaines sessions, puisque oui, nous avons 2 prochaines sessions sur les méandres de l'installation et de la réinstallation, qui auront lieu mercredi 11 octobre, donc mercredi dans 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, qui aura comme thème comment gérer mon quotidien de libéral et d'entrepreneur, puisque les deux sont un peu interconnectés pour être honnête. Et le jeudi d'après, le 19 octobre, ce seront sur les démarches et les aides dont on peut bénéficier. Donc, toutes les méandres des aides de mairie, d'ARS, de région, de CNAM, de machin, de trucs muches comme ça, etc., qui sont extrêmement compliqués, qu'on va essayer de vous prédigérer pour les simplifier pour vous, rien que pour vous. Merci à toutes, merci à tous. C'était donc en compagnie de Franck Ferrati de Medaplix que j'étais ce soir dans les superbes locaux du Crédit Agricole Île-de-France.
Voilà, et nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir. Vous avez peut-être noté mon mail, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, ou via le syndicat, ou via tout ce que vous voulez. Au revoir. Au revoir. À vous les studios.